Alors depuis ce matin, on parle d'industrie, pour laquelle il est nécessaire d'avoir, on l'a vu, un cadre réglementaire. Il est nécessaire d'avoir d'abord une vision. Il est nécessaire d'avoir des hommes, des femmes qui sont qualifiés aussi. Et il est nécessaire aussi, je crois, après d'avoir des moyens financiers pour pouvoir construire ces usines, pour pouvoir les construire de manière très concrète. Il faut de l'infrastructure aussi. Et à travers ce panel dont je remercie vraiment votre présence, de haut vol, des experts qui vont s'exprimer sur un sujet qui marie aussi du public et du privé. C'est aussi cette alliance qui va faire le développement des industries en Afrique. Je vais rapidement démarrer par Marie-Laure, vous présenter. Vous êtes en charge du fonds STOA, un fonds d'infrastructure et d'énergie. En quoi STOA va permettre en fait l'essor de cette industrie et comment il peut permettre l'investissement, notamment sur ces infrastructures et l'énergie dans le continent africain. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Donc rapidement, juste pour décrire STOA, c'est une holding d'investissement qui investit sur les pays émergents dans les infrastructures et l'énergie. On a investi aujourd'hui 600 millions d'euros sur le milliard qu'on dispose en equity. Majoritairement sur l'Afrique, c'est 60% de notre encours aujourd'hui, dans un certain nombre de pays, Afrique du Sud, Maroc, Kenya, Ouganda, Malawi, Cameroun, Gabon, Burkina Faso, Nigeria, enfin j'en oublie, parce qu'il y a pas mal de plateformes. Ce que je voulais évoquer, c'était les conditions incontournables pour les investissements privés dans le cadre de projets industriels et notamment de partenariats publics-privés, mais pas que en fait. Pour moi, il y a 5 conditions. D'abord, il y a un sujet de stabilité institutionnelle et réglementaire, comme d'ailleurs dans n'importe quel pays, y compris dans les pays développés. L'importance de la réduction du risque pays et du coût du capital dans un cadre institutionnel et juridique qui est stable, avec des règles claires et précises, qui réduisent le risque perçu par les investisseurs et qui permettra à des investisseurs plus de nature privée, et je pense notamment aux institutionnels, aux fonds institutionnels, aux assureurs, aux fonds de pension, de pouvoir investir dans ces pays à nos côtés et d'être attractifs et de les comprendre. Le risque pays est souvent plus élevé et donc le rendement des investisseurs exigé par les investisseurs ou les garanties pour compenser l'instabilité est aussi élevé, y compris sur des projets d'envergure. L'allongement des délais de financement et la durabilité des projets est essentiel pour avoir une meilleure visibilité. Et les investisseurs, ils sont enclins à structurer et à participer à ces projets quand effectivement on bénéficie d'investissements long terme et que on a un certain nombre de parapluies comme la Banque mondiale ou les DFI qui nous aident. Le deuxième sujet, c'est la stabilité macroéconomique qui réduit aussi le coût des financements. Et plus encore, en fait, le risque de change et la convertibilité pour les investisseurs comme nous, et encore plus pour des investisseurs privés, des pays plutôt du Nord. Ce risque-là, il est juste stick de box dès le départ. Donc, d'où l'importance d'avoir une indexation sur l'inflation pour qu'à long terme, en fait, le différentiel d'inflation permette en hold to maturity de garantir un TRI ou d'avoir une rentabilité pégée sur le dollar ou l'euro, ou si on prend et on cristallise un risque de change en monnaie locale, d'avoir un buffer suffisant pour faire face à des dévaluations qui peuvent être assez significatives et avoir une capacité à travers les prix à finalement répercuter l'inflation, y compris sur le consommateur final, pour pouvoir poursuivre l'aventure. Je pense qu'un troisième élément, c'est l'intégration régionale et l'accès au marché, la capacité à exporter des produits industriels ou à accéder à des marchés régionaux plus vastes, comme les accords commerciaux régionaux, augmente l'attractivité des projets. Et enfin, ce que je dirais, 2 autres points, la préparation des projets, importance d'avoir de l'assistance technique et d'accompagner les maîtrises d'ouvrage publiques
pour la préparation des projets, c'est essentiel. Ça prend déjà énormément de temps, mais il est essentiel de les accompagner sur ce sujet-là. Importance aussi de les former, d'assurer un dialogue compétitif dans le cadre des remises d'offres. Il est souvent assez manquant, dirigé par et advisé par des banques multilatérales qui ont peur en fait du dialogue sur les aspects techniques et financiers des opérations et qui pourtant permettent aux délégants d'obtenir une solution la plus optimisée, la plus innovante, des solutions alternatives pour satisfaire les besoins des populations locales. Travailler aussi sur la capacité de financement, parce qu'il y a un certain nombre de projets qui nécessitent ce qu'on appelle des VGF, enfin, des subventions ou en tous les cas des prêts concessionnels pour permettre d'assurer l'équilibre des projets. Et ça se travaille très en amont. Et enfin, anticiper les sujets ESG et notamment les sujets d'expropriation et de compensation qui doivent répondre aux normes nationales, mais pour être financés par des multilatéraux, doivent répondre aux exigences des PFC, des performance standards de la Banque mondiale. Merci beaucoup, Marie-Laure. On va le redétailler après, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de thèmes en fait que vous évoquez à travers vos propos. Je préfère qu'on y revienne. Je voudrais, Philippe Labonne, vous êtes directeur, président d'Africa Global Logistique. Je ne sais pas s'il faut le présenter encore. Vous êtes un incontournable, notamment présent dans plus de 45 ports en Afrique. Pour vous, selon vous, en fait, en termes d'une industrialisation réussie, la logistique est un élément indissociable. C'est ce qu'on a vu et écouté depuis ce matin. Quels sont les principaux obstacles, en fait, aujourd'hui sur le continent pour réussir cette logistique, pour qu'elle soit efficace? En fait, je vais partir de l'exemple de Africa Global Logistique, donc qui est présent dans 45 pays, effectivement, 24 ports, avec ses 23 000 collaborateurs. Mais qu'est-ce qu'il faut pour faire de la logistique et quel est notre rôle? Le rôle d'un logisticien, c'est de faire circuler les marchandises, les matières premières, de la manière la plus fiable, la plus régulière et la moins impactante sur l'environnement possible aujourd'hui. Et pour ça, de quoi a-t-on besoin? On a besoin d'infrastructures, des ports, des routes, des chemins de fer, on a besoin de magasins, on a besoin d'hommes et on a aujourd'hui éminemment besoin de digital. Et donc, si je regarde le continent, je dirais que sur les infrastructures portuaires, il y avait une nécessité de porter aux standards internationaux les infrastructures portuaires. On l'a fait, nous et d'autres l'avons fait. C'était pas simple, mais on arrivait, notamment dans le cadre de schémas de partenariat public-privé, à financer ces infrastructures qui ont une rentabilité, un TRI acceptable pour nos banquiers. En ce qui concerne les magasins, les superstructures, on le fait nous-mêmes et aujourd'hui, il y a aussi des grandes plateformes qui développent avec le soutien des banquiers de grandes surfaces de stockage. En ce qui concerne, j'allais dire, les routes, des progrès ont été faits. Je pense qu'il y a encore des progrès à faire, en particulier dans la connectivité autour des ports. En ce qui concerne les moyens de transport, et là c'est intéressant, notre rôle en tant que logisticien, c'est de coordonner, c'est pas de tout faire, on ne peut pas tout faire. On allait dans les ports parce qu'on avait les moyens de le faire, parce qu'on avait des armateurs qui nous ont soutenus, mais un des schémas, une des contraintes en Afrique longtemps, ça a été de ne pas avoir des sous-traitants de qualité. Aujourd'hui, je crois que des acteurs comme le nôtre arrivent à travailler avec des acteurs africains, des jeunes start-up qui sont parfois d'ailleurs financés avec le soutien de BPI. Là, récemment, nous avons signé un contrat avec une start-up qui s'appelle PAPS, je dois le dire, parce que j'aime beaucoup Monsieur Lo, et qui va nous permettre d'aller faire le last mile. Le digital, je disais, contrainte digitale, là aussi, aujourd'hui, en ce qui concerne l'Afrique, je pense qu'on peut avoir les plus hauts standards en matière de digital. Nous, toute notre infrastructure aujourd'hui est dans le cloud. Et le vrai sujet, c'est comment on dynamise la capacité d'innovation pour optimiser les flux. Parce que si on veut effectivement faire
de la logistique le moins impactante possible, le moyen le plus simple, c'est que tous les voyages soient pleins. Et pour faire ça, il faut travailler avec l'intelligence artificielle et donc il faut des capacités de calcul qui seront dans le cloud. Donc je dirais ces contraintes sont régies. Mais moi, il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est le chemin de fer. Et je pense qu'il ne peut pas y avoir d'industrialisation responsable et pertinente si on n'a pas cet axe de vie qui va irriguer les populations. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va toujours transformer dans les ports. Or, on sait très bien que la chaîne de valeur, elle permet de réduire ou d'améliorer plutôt la densité des produits transportés. Je vais vous citer un exemple, le bois. On transforme le bois dans les ports, on met les scieries dans les ports. Mais quand on transporte une grume, elle prend 2 fois plus de place que le bois débité. Donc l'idée, c'est de permettre aux industriels de s'installer près des forêts, de manière à ce qu'elles puissent construire leurs usines, et ensuite de transporter par rail dans les ports et d'exporter et de revenir avec les intrants. Mais pour ça, il faut construire ce rail. Et là, le rail, contrairement au port, il est très difficile d'avoir un TRI qui soit acceptable et qui combine l'infrastructure et la superstructure. Donc je dirais que AGL a été capable de tout. On est sur 2 chemins de fer. Mais plutôt que de dire ce qu'on est capable de faire, là je veux dire ce que je ne suis pas capable de faire. Et je me tourne vers les banquiers. Je sais qu'il y a des moyens de structurer des objets qui permettraient d'avoir en fait un objet qui finance une SPV, qui financerait le ruban ferroviaire et qui serait ensuite rémunéré partiellement. Mais là, il faudrait une genre de VGF qui porterait une partie du coût de l'infrastructure et qui permettrait à des opérateurs d'avoir du accès storage. J'ai été un peu long, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que nos sociétés, et que ce soit les États-Unis ou l'Australie, se sont construits autour du rail. C'est passionnant. Merci beaucoup. En fait, vous illustrez le multimodal aujourd'hui. Et pour ça, dans l'innovation, c'est aussi une des questions pour vous, Youssef Roussi, directeur général adjoint d'Attijari Wafa Bank, une des grandes banques qui finance et participe à l'industrialisation de l'économie africaine notamment. Comment, en termes d'innovation, d'ailleurs, vous arrivez à accompagner ce secteur privé et d'ailleurs un peu en rebond de ce que disait Monsieur Labonne, comment vous arrivez à pouvoir le faire et à vous inscrire aussi dans le temps? Merci beaucoup pour votre question. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour échanger sur cette problématique. Donc, tout d'abord, on a beaucoup échangé dans les panels précédents sur la perception du risque en Afrique et sur l'approche d'investissement et l'approche de dérisking sur les marchés africains. C'est un vrai sujet. Et en tant que banque, nous travaillons beaucoup justement sur ces aspects de perception du risque du côté des investisseurs internationaux et du côté des banques internationales, parce que, nous, on s'est déployé à partir du Maroc dans une quinzaine de géographies africaines depuis 2005. Et le retour d'expérience que nous avons, c'est que nous avons l'un des meilleurs couples risque-rendement, et que le marché africain aujourd'hui sont des marchés qui sont profonds, sont des marchés qui sont résilients, sont des marchés dans lesquels nous avons une croissance à moyen et long terme qui est importante. Ce sont des marchés également dans les géographies dans lesquelles nous nous sommes déployés, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale notamment, qui bénéficient d'un cadre macroéconomique solide, avec une stabilité monétaire, avec une stabilité en matière d'inflation, qui sont des considérations essentielles dans l'acte d'investissement. Aujourd'hui, ce sont des géographies qui pèsent 40% des revenus consolidés du groupe Attijari Wafa Bank, avec des croissances de 15% par an. Donc c'est vous dire que notre expérience en tant qu'investisseur sur la perception du risque, c'est que nous avons un travail à accomplir sur cette perception du risque auprès des institutions multilatérales, de développement, des banques internationales, mais aussi des investisseurs, et c'est le rôle que nous voulons avoir. Maintenant, sur la question des approches en matière d'innovation et de soutien, et en écho au point évoqué par M. Labonne et par l'objet de votre panel, je pense qu'il y a plusieurs axes. Il y a au moins 3 ou peut-être 4 axes d'intervention qui sont majeurs et sur lesquels nous essayons de travailler. Le premier étant celui de l'intégration intra-africaine en matière de commerce et d'échange. Parce qu'effectivement, nous avons des niveaux d'intégration qui sont en moyenne entre 10 et 15%. Certes, la zone, la ZLECAf
adresse le marché de façon globale sur les 1,3 milliard d'habitants, avec des chiffres qui sont en circulation, avec une libération de 90% des lignes tarifaires en perspective, une augmentation attendue de 50% du commerce intra-africain. Mais au-delà des chiffres, il faut regarder le volet opérationnel de l'accompagnement. Et ce que nous cherchons à faire en tant qu'approche bancaire de terrain, c'est justement de fédérer les communautés de clients et les communautés d'affaires entre nos pays de présence pour ce travail en réseau. Nous nous sommes souvent rendus compte que nos opérateurs économiques africains n'ont pas suffisamment de connaissances mutuelles. Et nous avons beaucoup de schémas triangulaires de commerce extérieur qui sont inefficients. Donc ce que nous faisons à travers notamment une initiative que nous avons appelée Afrique Développement, une plateforme collaborative dans laquelle nous fédérons les clients de nos 15 géographies autour d'une plateforme digitale et autour d'un forum international physique qui permet justement d'élaborer des B2B, des rencontres sectorielles et de stimuler de façon proactive les flux et les courants d'affaires entre les différentes communautés. Alors, le deuxième sujet qui est également extrêmement important, c'est celui de l'infrastructure. Nous venons d'en parler à l'instant. C'est le triptyque énergie, transport et logistique. Je pense qu'il est l'un des éléments piliers du développement socio-économique et industriel de notre continent. Le sujet de l'énergie en particulier est fondamental, puisque nous avons la moitié de la population qui n'a pas accès à l'électricité. Nous avons encore des réseaux et un grid qui aujourd'hui a besoin d'être soutenu et développé davantage. Et à cet égard, les schémas PPP sont un élément de réponse viable que nous avons pu démontrer dans nos pays de présence. Au Maroc, nous avons pu quadrupler la capacité électrique en l'espace de 20 ans. Nous œuvrons également dans un certain nombre de pays de présence à déployer des approches PPP qui marchent. Nous avons financé le projet Nachtigal au Cameroun, un projet de 420 MW uniquement en format PPP avec 14 banques. Nous avons des projets solaires en Afrique de l'Ouest également sur des approches PPP, mais c'est une dimension fondamentale. Le volet transport logistique également est un maillon essentiel dans sa dimension portuaire et dans sa dimension ferroviaire. C'est vrai que c'est un challenge en matière de financement, mais il y a des formules qui marchent. Nous avons eu le plaisir de participer, de prendre part à plusieurs financements PPP dans le domaine du portuaire, dans un certain nombre de pays de présence, au Bénin, au Cameroun, au Maroc évidemment, et dans d'autres géographies, sur des formules qui sont parfaitement équilibrées du point de vue contractuel, du point de vue PPP, et qui donnent aujourd'hui un rendement acceptable pour les investisseurs. C'est vrai que le ferroviaire constitue encore une zone de complexité parce que vous avez l'infrastructure et la superstructure et qui sont à adresser selon des schémas financiers qui sont un petit peu différenciés. Et puis vous avez la problématique de la ville durable et de la mobilité intra-urbaine qui est également un élément essentiel avec tout le désenclavement des territoires, tout le sujet des ports secs et du transport par route qui doit être adressé. Et là aussi, le PPP constitue un élément de réponse dans un certain nombre de cas. Mais là où nous essayons également de travailler, c'est dans le lien très fort entre cette infrastructure et l'industrialisation. Parce que nous avons forcément un lien naturel à faire. Je donnerai l'exemple du Maroc. Il y a une vingtaine d'années, le port Tanger-Méditerranée a vu le jour. Sans le port de Tanger-Méditerranée, nous n'aurions pas eu Renault à Tanger-Meloussa avec une capacité de près de 600 000 véhicules. Nous n'aurions pas eu Stellantis à Kenitra qui a 200 000 véhicules en capacité qui passe à 400 000. Nous n'aurions jamais eu un taux d'intégration de 70% sur l'industrie automobile marocaine. C'est un exemple illustratif de ce lien très fort qui peut exister entre l'infrastructure et l'industrialisation. Il y a également des grandes locomotives industrielles qui peuvent agréger des écosystèmes industriels. On a parlé de l'automobile à l'instant. Ce sont des sous-traitants de rang 1 et de rang 2 qui se structurent autour de ces grands donneurs d'ordre. Et je pense que nous avons sur le continent beaucoup d'expériences positives également à encourager et à agréger autour des donneurs d'ordre, mais également en adressant les TPME qui gravitent autour de formules comme la supply chain finance, le reverse factoring et des mécanismes qui permettent d'arrimer
l'écosystème des TPME à ces grands groupes industriels. La transformation agro-industrielle fait partie des grands défis de notre continent. Je sais que nous avons aujourd'hui des initiatives en cours, mais qu'il faut pouvoir également encourager. Et puis, nous avons un dernier volet, pour ne pas être plus long, qui est celui de l'inclusion financière, de la digitalisation et de l'entrepreneuriat, qui constitue un axe essentiel d'intervention, puisque en fait, ce dont nous nous sommes rendus compte, c'est que la banque classique ne permet pas de bancariser en masse des populations au profil différencié. Nous l'avons vu aujourd'hui, les formats classiques attirent une certaine frange de la population, mais vous avez besoin d'avoir un format de banque économique avec des horaires aménagés, avec des présences dans les villages et dans les zones rurales, qui permet justement d'aller chercher avec des offres bancaires plus simplifiées une frange de population et de pouvoir les digitaliser et de les embarquer dans le secteur formel. Nous avons également besoin, c'est ce que nous essayons de faire, de formules d'accompagnement de l'entrepreneur. Parce que l'emploi non salarié constitue l'avenir de notre continent. Et donc, avec les fondamentaux démographiques que nous connaissons, eh bien, nous avons également des formules de ce que nous avons appelé la maison de l'entrepreneur, qui permet d'offrir du coaching et du mentoring gratuit pour les jeunes porteurs de projets, de façon à les aider à structurer leurs projets avant d'arriver vers le stade bancaire. Voilà, je m'arrêterai là. Merci Youssef. Je retiens en tout cas qu'on peut faire 40% de son produit net bancaire, c'est dans un bon jargon financier, sur le continent africain. Et par rapport à beaucoup de, on va dire, notamment en Europe, de risques, comme on le disait ce matin, de vision du risque, ça nous fait très plaisir d'entendre qu'il est tout à fait possible de gagner de l'argent, si on se dit les choses aussi, sur un continent, dans une industrie où les temps sont longs. Et pour les temps longs, en fait, il y a l'investissement. Et Élodie, donc BPI France, tu es directrice d'investissement dans une singularité chez nous, puisque le fonds de fonds est dédié à Averroès, tu diriges ce fonds qui est dédié sur le continent africain. Et ma question est comment ce mécanisme, en fait, qui est certainement peu ou pas connu, en fait, de nos participants, peut-il finalement contribuer à la construction d'un écosystème industriel en Afrique et surtout, mon deuxième point, ça sera ça, comment on peut attirer aussi davantage, finalement, de capitaux pour les entreprises locales. Merci Marie-Alban. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là ce matin. La thématique, c'est financement PPP enfin financement et PPP. Chez BPI France, donc on est une institution publique et on soutient le secteur privé en Afrique d'une manière donc assez singulière, effectivement. Ça fait 20 ans qu'on fait ça. On fait ce qu'on appelle du fonds de fonds. Notre métier, en fait, ça n'est pas d'aller investir directement au capital de sociétés africaines. On est, si vous me passez l'expression, un étage au-dessus dans la fusée. On va aller nous confier des capitaux que l'on lève auprès de nous-mêmes et aussi de nos amis de Proparco, par ailleurs. On va aller confier cet argent à des équipes d'investissement qui sont présentes localement partout en Afrique, qui ont le réseau et l'expertise pour aller ensuite choisir les meilleures, les plus belles sociétés dans les différents secteurs, dans les différents pays. Donc je vous disais, ça fait 20 ans qu'on fait ça. On a déployé un peu plus de 200 millions d'euros sur le continent par ce biais. On a fait une trentaine d'investissements et si vous prenez une photographie de notre portefeuille indirect à l'heure actuelle, BPI France est actionnaire indirectement dans plus de 160 entreprises sur 40 pays en Afrique, dans des start-up, dans des PME, dans des ETI et dans tous les secteurs qui sont liés à l'émergence de la classe moyenne africaine. Donc bien évidemment, l'industrie est au cœur de nos préoccupations, est au cœur des préoccupations de nos fonds partenaires. Et je pense à ça. Il y a 3 semaines, il y avait une délégation d'entreprises françaises accompagnée par BPI France sur la thématique de l'équipement industriel qui était au Maroc et qui donc est allée notamment à la rencontre de nos entreprises marocaines dans ce segment pour essayer de trouver des connexions business, des nouveaux clients, des nouveaux partenaires pour faire des joint ventures. Je voulais juste répondre à ta question, Marie-Alban, avec un exemple très concret. Pour ça, je vous emmène au Mozambique. Je pense pas qu'on en ait parlé ce matin, donc je suis contente d'avoir pris cet exemple-là.
Pourquoi le Mozambique? En fait, on a investi dans un fonds qui s'appelle Amétis, qui en 2018 a levé un peu plus de 250 millions d'euros. On a mis 15 millions dans ce fonds. Et Amétis a donc construit son portefeuille. Et l'une des sociétés dans lesquelles Amétis a investi s'appelle Merec au Mozambique. Et donc Merec, c'est un leader dans la transformation de céréales en produits alimentaires. Et pourquoi je vous parle de Merec aujourd'hui? C'est parce qu'Amétis vient récemment de revendre sa participation dans Merec et l'a vendu à un grand acteur du secteur agroalimentaire au Moyen-Orient. Donc ça répond déjà en partie à ta question. Le fait que Amétis soit allé dans ce pays, et je vais vous en parler dans une seconde, et fait beaucoup pour aider au développement de Merec, ça a permis d'attirer pour la première fois un acteur comme ça au Mozambique. Après, sur les 6 années pendant lesquelles Amétis est resté au capital de Merec, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Grâce aux capitaux qui ont été investis, la société a presque doublé sa capacité de broyage de blé et de maïs. Elle s'est aussi diversifiée. Dans la production de pâtes et d'aliments pour animaux. Elle a fait de la croissance externe également. Elle a acquis une boulangerie industrielle. Elle a mis en place un nouveau moulin. Pour parler plus en termes de chiffres, elle a aussi doublé son EBITDA sur la période. Et peut-être la chose qui me tient le plus à cœur, le Merec a pu créer 900 nouveaux emplois au Mozambique, où, je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, mais où le PIB moyen autour de $500. Donc je trouvais que c'était un bel exemple pour illustrer mon propos ce matin, le fait que le Mozambique est peut-être pas forcément le premier pays auquel on va penser, notamment quand on est un investisseur étranger, mais il y a de très beaux investissements à faire et notre capacité à aller accompagner des sociétés de gestion comme Amétis, mais ensuite en lumière ces beaux actifs comme les Merec. Et donc c'est de cette manière que on apporte notre petite pierre à la structuration de l'écosystème industriel en Afrique. Merci Élodie. Le temps long, c'est aussi ce que je retiens, c'est-à-dire que la thèse aussi d'investissement, peut-être en complément, est une thèse de temps long. C'est aussi la thèse de BPI France, c'est de s'inscrire vraiment dans un caractère durable de durée. Et pour ça, je vais introduire Pierre-Alain Pacaud. Pardon, on est nombreux ce matin. Donc, vous êtes responsable chez Proparco, donc du secteur de l'énergie et du digital. Les deux m'intéressent. Par rapport à ça, dans ce qu'on vient d'écouter, de dire, donc Proparco, pour ceux qui ne connaissent pas, donc filiale du groupe de l'Agence française de développement, spécialisée notamment sur les contreparties privées. Vous êtes spécialiste sur le continent africain dans le financement et vous avez des financements plutôt innovants pour pouvoir accélérer, si je puis dire, l'industrie sur des pays. Vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup et je suis aussi ravi d'être là et je trouve que les discussions sont absolument passionnantes. Je vais répondre à votre question. Avant ça, j'aimerais bien réagir parce que je suis quand même entouré de 2 personnes qui ont parlé de beaucoup de digital et je dois dire que chez nous, le digital, c'est aussi absolument clé. Clé parce que c'est nouveau, clé parce que ça apporte de l'impact, clé parce que c'est absolument nécessaire de notre point de vue aujourd'hui sur le continent africain. Alors le digital, pour nous, c'est quoi? C'est pas simplement l'usage du digital. On a parlé de digital, l'utilisation du digital dans les banques, par exemple, mais c'est aussi beaucoup les infrastructures numériques. Et Proparco et le groupe AFD dans son ensemble, de plus en plus, va sur le financement d'infrastructures numériques. Donc je parle de quoi? Je parle de data center. Je parle de câbles sous-marins, je parle de ce qu'on appelle des MNO et des Tesco, donc qui sont les opérateurs qui vous permettent d'avoir une réception téléphonique, que vous soyez en ville ou à la campagne. C'est absolument nécessaire je vois dans ce secteur des infrastructures numériques et du digital au sens large vraiment un moyen pour beaucoup de pays africains de gagner en compétitivité, d'attirer des capitaux. Le digital, c'est aujourd'hui un nouveau relais de croissance pour Proparco et je suis ravi que mes voisins en parlent. Alors,
Il y a un autre secteur sur lequel on est présent depuis très longtemps, c'est bien sûr l'énergie. Alors l'énergie, on en voit forcément l'utilité partout. Ça fait plus de 20 ans qu'on finance la transition énergétique du continent africain à travers tout un tas de projets. On a essentiellement financé des projets d'énergie renouvelable depuis 2011 et de façon complètement exclusive depuis 2019. Donc aujourd'hui, les projets d'énergie que nous finançons, Proparco, sont que des projets verts, donc de l'éolien, du solaire, de la géothermie, de la biomasse. En tout, sur une vingtaine d'années, c'est 2,7 milliards d'euros investis sur à peu près 120 projets. Donc ça montre le poids de ce secteur dans notre portefeuille, même si, et ça a été rappelé, il y a toujours un gap et il y a encore des besoins énormes pour électrifier le continent africain. Alors on le fait comment? On le fait effectivement via des financements long terme. Proparco est un financeur vraiment patient. Je crois notre ADN, c'est de faire des financements avec des maturités qui sont plus longues que ce qu'on peut trouver généralement par les banques commerciales. Et on le fait traditionnellement ce qu'on appelle en financement de projet. Donc on prête à des sociétés qui sont créées ex nihilo et qui nous remboursent grâce au cash flow généré par cette société. Mais puisque vous m'interrogez sur l'innovation, on fait aussi d'autres types de financement. Je passe rapidement sur les financements corporate qu'on fait sur la base de bilan et de PNL d'entreprise. Je passe aussi sur tout ce qu'on peut faire en equity, en direct ou indirectement via notre cousin Stoa qui est représenté ici. Mais je voudrais dire qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de modalités de financement innovantes via par exemple des produits de garantie, des garanties que nous donnons ou des garanties que nous vous recevons, et nous travaillons beaucoup en partenariat avec l'Union européenne pour cela. Ça nous permet de financer des projets d'énergie à impact risqués, en tout cas jugés comme risqués, mais avec des systèmes de garantie. On a aussi, et on le voit de plus en plus sur le continent africain, excusez-moi pour l'anglais, mais ce qu'on appelle des Sustainability Linked Loans. De quoi il s'agit? Il s'agit de prêts, souvent des prêts corporate, avec des incitations pour avoir des baisses de marge en fonction de l'atteinte de certains indicateurs. On dit à une société, à une entreprise, voilà, on vous fait un prêt à une marge donnée, mais on se met d'accord en amont sur certains indicateurs clés, chiffrables, mesurables par une entité externe, ce sont des indicateurs souvent liés aux impacts ESG de l'entreprise. Si ces indicateurs sont atteints, on trouve ça vertueux et on peut baisser notre marge. On l'a mis en place et on va continuer à le faire. Je pense que c'est innovant, incitatif et ça crée beaucoup d'impact. On peut aussi, et ça on ne l'a pas encore fait, avoir des steps up de marge. On ne l'a pas encore fait. Il y a ça, il y a aussi un autre point innovant en termes de financement qui sont les émissions obligataires. On en voit de plus en plus sur le marché africain et Proparco peut être ce qu'on appelle encore investor, donc investisseur clé dans des émissions obligataires, ce qui nous permet de montrer la confiance qu'on peut avoir envers une entreprise donnée. Et derrière, ça attire d'autres types d'investissements, des investissements privés, avec un effet de levier. Donc quand on met on mesure un effet d'attractivité de 1 à 5 auprès d'autres investisseurs. Merci. Hugues Latourette, directeur des financements à l'international pour BPI France. Alors BPI a développé depuis maintenant quasiment 10 ans une activité de financement sur des petits montants de crédit export. Alors petit, je te laisserai développer. En quoi cette activité vient et permet un sourcing aussi de la France et en même temps une industrialisation sur le long terme en Afrique? Merci beaucoup. Très heureux de faire partie de ce panel de grands spécialistes. Oui, nous développons chez BPI France depuis une dizaine d'années un métier de financement de support aux exportations
fort du constat qu'en deçà d'une quarantaine de millions d'euros, les solutions de financement du marché sont assez rares. Et donc, nous nous sommes emparés de ce marché où trop de sociétés étaient orphelines de solutions de financement. Et depuis une dizaine d'années maintenant, nous avons en cumulé financé près de 2 milliards d'euros de transactions pour un portefeuille de 130 opérations. Et vous voyez que ça fait en moyenne de l'ordre de 15 millions d'euros par transaction, ce qui est un montant assez faible. Alors nous avons commencé à développer ce métier sur des risques souverains. Et je rejoins ce qu'ont dit les interlocuteurs avant moi. Nous avons financé notamment un data center au Sénégal, au bénéfice du ministère de l'Enseignement supérieur. Et nous partageons tout à fait l'importance du numérique dans le développement du continent. Et puis nous avons aussi développé en B2B des solutions de financement à destination des corporates, même si je ne vous cache pas que ce sont souvent des dossiers assez challenging à mettre en place. Et aujourd'hui, nous élargissons avec beaucoup de volonté le financement des petites transactions dans le domaine des financements de projets. Nous sommes absolument convaincus que pour le développement de l'Afrique et des infrastructures, il faut savoir descendre en granularité et qu'il y a une foultitude de besoins, de petits besoins, qui peuvent potentiellement, peuvent nécessiter du PPP. Et alors, ça veut dire qu'il va falloir se pencher sur la simplification de la structuration de ces opérations. Et je crois qu'il y a une réflexion à mener sur la standardisation des outils contractuels pour permettre la réplicabilité des modèles et permettre donc de monter en volumétrie sur des PPP entre 15 et 50 millions, où aujourd'hui, les grandes BFI nous disent « non, non, c'est trop compliqué, c'est trop cher ». Les études amont, l'instruction, on n'y arrivera pas. Alors, je vais illustrer mes propos. Nous venons de structurer un financement pour une centrale photovoltaïque à l'île Maurice, un projet de 15 millions d'euros. Nous en avons financé les 3/4, 12 millions d'euros de financement, avec le concours de l'agence de crédit export française qui nous couvre à 95%. Et c'est une sorte de PPP, puisque cette SPV, elle a pour actionnaire l'État de l'île Maurice. Et nous sommes sur un foncier qui est géré par l'État de Maurice. Voilà. Donc, on a financé cette opération sur la base d'un PPA qui est à 20 ans, un contrat d'achat d'électricité avec la utility mauricienne. Et nous faisons un financement sur 18 ans. Et nous avons réussi à structurer cette opération de telle sorte que le TRI soit bon et que le modèle soit pertinent pour les sponsors. Et alors ça, c'est ce que nous souhaitons faire de manière à le répliquer de la manière la plus fréquente possible, et si possible avec des partenaires. Et nous avons déjà travaillé en prémixé avec un certain nombre d'acteurs de la place, et nous souhaitons effectivement développer ces cofinancements avec Proparco peut-être, et avec d'autres. Et je terminerai par un autre sujet, alors là pour le coup beaucoup plus dimensionnant et qui démontre l'agilité qu'on essaye de mettre dans notre quotidien. C'est qu'à côté de ces toutes petites opérations, nous avons été notamment un des prêteurs du métro d'Abidjan. Voilà. Et le métro d'Abidjan, c'est un projet de 2 milliards d'euros. C'est 35 km de voies, c'est 18 stations, 24 ponts, 35 passerelles, 63 mois d'exécution de contrat pour un trafic de 500 000 personnes par jour quand ce métro fonctionnera. Voilà, et ça c'est une concession aussi. Alors c'est une concession particulière parce que l'État a donné un forfait sur le contrat de préexploitation et puis une rémunération forfaitaire et contractuelle sur le contrat d'exploitation. Mais il y a bien un contrat de concession qui est donné, on peut le dire d'ailleurs, à Keolis, qui va exploiter ce métro pendant une longue durée. Voilà, donc ce que nous essayons de faire, c'est à la fois de nous inscrire dans les besoins dimensionnants des infrastructures sur le continent, mais aussi on est persuadé que pour le développement du continent, on ne peut pas se contenter de ces infrastructures
très dimensionnées, mais qui vont être en capacité de descendre en granularité sur des opérations beaucoup plus petites, mais qui sont très efficientes et qui vont permettre au tissu économique de se développer. C'est tout l'enjeu de notre positionnement. Et nous allons aller chercher des partenaires, aussi bien français, mais également des partenaires financiers sur le continent, pour nous aider à développer cette logique. Merci Hugues. On pourrait passer un temps fou à débattre, ça serait passionnant. Malheureusement, on est vraiment très contraint par le temps. Je retiens, et vous partagez, il y a de l'investissement en haut de bilan, il y a de l'investissement en bas de bilan, en très bas de bilan aussi pour la trésorerie, en fait, avec des volontés optimistes de pouvoir accompagner sur des pays qui ont des stratégies dans la durée, des investissements publics et privés, avec un mélange, un mix des deux qui fait que ça donne aussi des taux de, on va dire, de rentabilité pour les partenaires financiers bancaires qui accompagnent et aussi pour les entrepreneurs qui le font, impossible, qui demain doit permettre d'accélérer, en tout cas c'est le vœu qu'on forme ici chez BPI France, c'est vraiment d'accélérer ensemble une co-industrialisation qui est cofinancée et co-investie. Merci encore pour ce panel, merci pour votre présence. Ce n'est pas fini. On se retrouve pour tous ceux qui le souhaitent, et vous êtes invités pour la signature en bas, ici, pour la signature avec la French African Foundation. Et après, nous avons quand même un cocktail, parce que je crois que vous avez tous très envie de discuter les uns avec les autres. Et on le disait ce matin, Olivier, notre directeur exécutif, nous le disait, c'est la banque du sourire chez BPI France, c'est la banque de l'industrie et de l'industrie internationale. Merci.